Eurofonica. Eurofonica. Les radios campus de France s'associent aux radios libres européennes. Eurofonica. Une chambre d'écho citoyenne au cœur des institutions. Eurofonica. Les radios libres européennes au Parlement européen. Un dos, hola, ¿qué tal? Bonjour à tous et bienvenue dans Eurofonica, l'émission des radios campus au Parlement européen à Strasbourg. On se trouve ici dans ce qu'on appelle la Voxbox, au cœur du Parlement, à l'entrée de l'hémicycle. Un hémicycle dans lequel hier la Commission européenne, c'est-à-dire Bruxelles, est venue proposer aux eurodéputés une directive pour lutter contre l'évasion fiscale. Alors détrompez-vous, c'était prévu. L'affaire des Panama Papers n'a pas changé l'agenda. Elle a juste, je cite, renforcé la détermination pour que les impôts soient payés là où les profits sont générés. Et oui, l'Europe perd environ 50 milliards par an à cause du cache-cache des entreprises avec le fisc. Pour limiter les pertes, la Commission propose donc qu'une liste noire des paradis fiscaux soit dressée et que les très grosses entreprises soient obligées de rendre publiques toutes leurs activités. Sinon, attention, elles recevront peut-être un avertissement. Non, sans ironie, c'est vrai que les sanctions proposées restent très floues. Pourtant, quand il s'agit de sanctionner ceux qui dénoncent ce genre de scandale, là, il n'y a pas de souci. Antoine Deltour sera jugé à partir du 26 avril pour avoir révélé les LuxLeaks, des milliers d'accords fiscaux entre des multinationales et le Luxembourg, à l'époque où le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, était à la tête de ce pays. Bon, ironie du sort, concours de circonstances, impuissance ou hypocrisie, vous ferez votre propre avis. En tout cas, nous aujourd'hui, à Eurofonica, on a eu envie de parler de ceux qui dénoncent, qui révèlent ces secrets trop bien gardés, des secrets que certains voudraient encore plus protéger. La directive pour la protection du secret des affaires est discutée aujourd'hui au Parlement et soumise au vote demain. Virginie Rosière, eurodéputée, sera interrogée sur le sujet dans quelques instants par Romain Leduc de Radio Campus Rennes. Au sommaire également, retour sur les nuits debout et leurs perspectives européennes en matière de démocratie, avec Jérémy Wojtowicz de Radio MNE. Puis en seconde partie, on vous dira tout sur le PNR, le Passenger Name Record, cet outil ou ce fichage pour lutter contre le terrorisme. Grand débat chez les députés, il sera soumis au vote demain également. Gilles Pargnot, eurodéputé, membre de la Commission Défense et Sécurité, répondra aux questions de Mégane Marceau de la Ferrarock. Et pour finir cette émission très dense, Fabrique de Dieu reviendra pour vous sur les derniers déboires du Dieselgate. Eurofonica. Je le disais, les lanceurs d'alerte sont au cœur d'une actualité brûlante. Affaire des Panama Papers, ouverture dans quelques jours du procès d'Antoine Deltour, à l'origine des LuxLeaks, ou encore de la situation de l'exilé Julian Assange, fondateur de Wikileaks. Bref, les exemples sont nombreux et les enjeux sont importants. Et pourtant, demain, le Parlement européen devra voter ou non pour une directive sur la protection du secret des affaires qui pourrait, selon certains observateurs, remettre en cause le travail des journalistes et la situation des lanceurs d'alerte. Nous donnerons la parole à quelques-uns de ses opposants dans quelques instants, mais pour l'heure, nous recevons en plateau Virginie Rosière, députée européenne, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Virginie Rosière, bonjour. Bonjour. Et c'est Romain qui m'a rejoint également en plateau, qui s'est intéressé tout particulièrement à cette directive sur le secret des affaires. Bonjour Romain. Bonjour Elsa, bonjour à tous, bonjour Virginie Rosière. Vous aviez dans un premier temps exprimé vos craintes quant à cette directive, mais par la suite, le texte, après son examen en commission, les amendements qui ont été apportés, vous l'avez qualifié de bon compromis. Quels sont les éléments qui vous ont rassuré ? En fait, je sais que je vais apparaître un petit peu à contre-courant parce que moi je suis persuadée que le texte tel qu'on l'a transformé, tel qu'on l'a modifié aujourd'hui, constitue une protection supplémentaire pour les journalistes et les lanceurs d'alerte. Ça a été tout l'objet du combat qui a été le nôtre. Ça a été un combat difficile, mais sur lequel on a obtenu de réelles avancées. Vous avez parlé de la situation au Luxembourg. Aujourd'hui, on a déjà une législation au Luxembourg qui permet de poursuivre les journalistes et les lanceurs d'alerte qui divulguent des secrets d'affaires. C'est d'ailleurs ce à quoi est confronté aujourd'hui Antoine Deltour. Dans la directive, nous protégeons les journalistes. En fait, nous excluons complètement les journalistes du champ d'application de la directive. Demain, avec cette directive, un journaliste ne pourra pas être poursuivi pour divulgation de secrets d'affaires. Et ça, c'est une protection qui n'existe dans aucun autre domaine du droit. C'est une avancée assez considérable et un précédent dans la protection de la liberté de la presse, qui est une conquête du groupe socialiste et démocrate.
Mais pourtant, cette dernière version du texte qui doit être votée demain, elle ne convainc pas tout le monde. De nombreuses ONG, collectifs, journalistes, membres de la société civile réclament l'abandon de cette directive. C'est ce que nous explique Martin Pigeon, il est chercheur au Corporate Europe Observatory. Le problème, c'est que ce ne sont que des exceptions qui sont apportées à une règle générale posée par la directive, qui est que quiconque obtient, utilise ou publie une information qu'une entreprise qualifierait de secret d'affaires peut être poursuivi par celle-ci devant la justice. Et ce sera ensuite au juge de faire la part des choses et d'estimer au cas par cas si les plaintes sont fondées ou pas. Au bout du compte, si vous voulez, le problème principal est celui-ci, c'est qu'on a affaire à un texte qui ouvre un droit aux poursuites de la part des entreprises, et ce à destination de personnes et d'entités qui n'ont rien à voir avec des concurrents. Alors plutôt qu'une directive justement sur le secret des affaires et sa protection, certains auraient voulu plutôt une vraie directive sur la protection des lanceurs d'alerte. Alors est-ce qu'on ne peut pas voir comme Martin Pigeon dans cette règle posée une prévalence de l'intérêt des entreprises plutôt que celui des citoyens, de leur information dans les priorités de la Commission européenne? Alors il y a deux choses dans ce que vous dites. S'agissant de cette directive, comme je vous le disais, je ne suis pas j'ai discuté avec Ron Pigeon, je suis en dialogue permanent avec les ONG, les associations de journalistes, qui toutes ne sont pas d'accord d'ailleurs. Reporters sans frontières, la Fédération européenne des journalistes salue le compromis qui a été obtenu. Donc là-dessus, honnêtement, on a des points de vue divergents, mais en tout cas, le champ d'application de la directive exclut explicitement les journalistes. Et ça, c'est quelque chose qui est très clair de l'article 1er jusqu'à l'article 5, donc on est hors du champ. Après, s'agissant des lanceurs d'alerte et d'une législation spécifique, c'est aussi une demande très forte de notre groupe. Ça fait partie des conclusions de la commission Taxe, qui est une commission qui a été créée suite justement à l'affaire LuxLeaks, qui demande une protection des lanceurs d'alerte. Et nous sommes aujourd'hui en discussion assez ferme avec la Commission européenne pour avoir un engagement de la part de la Commission dès cette session plénière pour justement mettre en place une protection des lanceurs d'alerte. Parce qu'on ne peut pas demander à une directive sur un domaine spécifique qui est le secret des affaires de couvrir toutes les situations des lanceurs d'alerte. Ça doit faire l'objet d'un texte spécifique et nous sommes en discussion avec la Commission. Nous espérons vraiment avoir un engagement très ferme de la part de la Commission parce que vous savez, les lanceurs d'alerte au Luxembourg aujourd'hui, indépendamment de la directive d'ailleurs, ils sont déjà incriminés par l'intermédiaire du secret d'affaires, mais dans d'autres cas ça peut être de la diffamation, ça peut être des accusations de vol, de rupture d'accord de confidentialité. Donc ce sont des publics qui sont très fragiles et qu'on doit pouvoir protéger indépendamment du ressort juridique qui est utilisé pour les mettre sous pression. Alors vous évoquez justement l'intérêt de faire une vraie protection de ces lanceurs d'alerte-là. Vous évoquez que le compromis est partagé par certaines personnes, mais des personnes comme Julian Assange, qui sont quand même des personnes aussi des lanceurs d'alerte très importants pour la société civile, Wikileaks bien entendu, on en a beaucoup parlé. Il était invité hier à s'exprimer par la gauche unitaire, il disait « Les pays doivent accueillir les lanceurs d'alerte, leur donner un refuge, faire respecter le droit à l'information en Europe, ailleurs dans le monde, et cela pourrait justement être un espoir, permettre à l'Europe, qui traverse une grave crise de légitimité politique et qui ne peut réagir aux inquiétudes des citoyens, de se renouveler. » Et justement, que pensez-vous de cette phrase-là ? Mais je suis totalement d'accord. Comme je vous le disais, nous demandons une protection des lanceurs d'alerte. Et ça doit faire l'objet d'une protection au niveau européen. Nous attendons une prise de position de la Commission européenne sur ce sujet et j'ai bon espoir qu'on ait une prise de parole. Ça fait vraiment, ça a animé nos débats, mais pas. On n'a pas attendu les Panama Papers pour ça. C'est un débat récurrent, une pression que nous mettons sur la Commission depuis longtemps. Et comme je vous le disais, c'est dans les conclusions de la Commission Taxe qui ont été prises il y a plusieurs mois de ça. Et puis vous avez abordé en préambule la question de la réforme de la directive comptable, de la transparence fiscale. Là aussi, le Parlement européen n'a pas attendu les propositions de la Commission qui datent d'hier, puisque dans la même commission à laquelle j'appartiens, nous avons voté une position du Parlement pour le reporting pays par pays transparent, public, dès le mois de novembre dernier. Donc, alors sur les processus d'élaboration de ce type de directive, certaines ONG, notamment celles qu'on pouvait citer, dénoncent le fait que certains lobbies privés ont beaucoup pesé, plus que des groupes d'intérêt public. Vous évoquez, votre travail avec les ONG. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là, au niveau du travail des commissions ? Vous parlez sur la directive sur secret des affaires, plus particulièrement. Effectivement, sur la proposition initiale, je m'étais exprimé d'ailleurs très fermement sur ce sujet, la proposition initiale qui a été mise sur la table par la Commission n'était pas acceptable. Elle ouvrait la possibilité de poursuivre de manière beaucoup trop large n'importe qui, indépendamment de la protection des secrets commerciaux, les salariés, les lanceurs d'alerte, les journalistes. Et c'est tout l'objet du travail que nous avons fait justement pour circonscrire la possibilité d'utiliser ce ressort juridique. Et comme je vous le disais, on crée des protections qui sont sans précédent dans d'autres domaines du droit, s'agissant des journalistes, des lanceurs d'alerte ou des salariés.
Constance Le Grip, qui est donc le rapporteur de la directive, a déclaré ce projet de directive reste une loi cadre qui devra être transposée dans les différents États membres. Nous ne sommes pas dans le cadre d'un règlement applicable à la lettre, mais au contraire, c'est un point qui ne rassure pas du tout les ONG, comme la Ligue des droits de l'homme. On écoute la présidente de la Ligue des droits de l'homme, Françoise Dumont. Il y a d'une part la directive elle-même, et puis il y a aussi la façon dont cette directive va être traduite en droit interne par chacun des États membres. Et là aussi, on veut vraiment alerter l'opinion publique au niveau de chaque pays. Je ne suis pas sûre que l'opinion publique mesure complètement, quoi. C'est par rapport aux pesticides, c'est par rapport aux médicaments, c'est par rapport à l'environnement. Enfin bon, les enjeux sont extrêmement importants. Alors on entend la crainte de Françoise Dumont à la Ligue des droits de l'homme. Elle espère bien de son côté sensibiliser l'opinion publique pays par pays. Mais les entreprises pourraient également vouloir influencer cette transposition dans le droit des États et faire tomber peut-être les quelques protections justement que vous avez mis en place. Effectivement, il y a un travail de transposition, mais les protections, elles sont déjà dans la directive. Et donc la transposition des États doit respecter ce qui est dans la directive. Et dans la directive, nous avons des protections qui sont extrêmement claires et contre lesquelles ne pourront pas aller les travaux des États. Par exemple, s'agissant des journalistes, il est dit très clairement que toutes les poursuites contre l'exercice de la liberté d'expression et d'information, contre la liberté et le pluralisme des médias au titre de cette directive, doivent être rejetées. Donc on exclut strictement toute poursuite au travers de cette directive s'agissant des journalistes. Alors, c'est-à-dire que c'est le juge judiciaire qui devra faire son travail ensuite. La pression, ne serait-ce que justement cette pression judiciaire au départ, comme voilà le cas de Antoine Deltour par exemple, c'est aussi peut-être décourageant pour certains journalistes d'avoir ne serait-ce qu'à subir cette procédure. C'est effectivement la question des procédures abusives, mais qui existe indépendamment de tout autre ressort. Elle existe aussi pour des cas de diffamation, pour accusation de vol ou de recel, de rupture de confidentialité. Et c'est pour ça, parce que justement c'est une pression qui peut s'exercer sur les lanceurs d'alerte, qu'on doit avoir un texte cadre pour les protéger, encore une fois, indépendamment du ressort juridique qui est utilisé. Ce sont des personnes qui prennent des risques personnels très forts pour défendre l'intérêt général, et c'est pour ça qu'on doit absolument les protéger pendant cette période pendant laquelle ils sont exposés et soumis à des pressions. Et donc c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette discussion extrêmement ferme avec la Commission pour avoir un engagement fort de sa part de protéger les lanceurs d'alerte. Et on attend donc avec impatience ce texte. Alors, moi j'ai une interrogation. Je vois Antoine Deltour, à l'origine des révélations SwissLeaks, qui s'est vu remettre le prix du citoyen européen 2015, mais son procès s'ouvre dans quelques jours. Dans le même temps, le Parlement vote cette directive de protection du droit des affaires avec quelques protections pour les journalistes comme vous l'avez dit. En France, François Hollande se félicite du travail réalisé sur les Panama Papers, mais dans le même temps souhaitait faire passer une disposition similaire à la directive qu'on évoque ici dans la dernière loi Macron, faire passer des lois comme la loi renseignement par exemple qui remettent en cause des libertés individuelles. Est-ce qu'on ne peut pas voir quand même dans ces contradictions une certaine hypocrisie des politiques ? Ouais, en fait, si vous voulez, il faut pas, je pense qu'il faut se garder de tout mélanger. Le secret d'affaires, on en a besoin pour lutter contre l'espionnage industriel. Par contre, on doit empêcher absolument qu'il soit utilisé pour réduire au silence toutes les personnes qui contribuent à l'information du public. Et c'est bien tout l'objet de notre travail. Comme je vous l'ai dit, au départ, nous étions opposés à la proposition initiale parce que justement, elle était trop large et elle pouvait être utilisée de manière abusive. Et là, le but, c'est vraiment de cadrer, de circonscrire et d'empêcher les usages abusifs de ce texte. Vous savez, il n'y a aucun autre domaine du droit dans lequel on dit noir sur blanc que utiliser ce motif, c'est une procédure abusive. Là, aujourd'hui, on dit dans la directive que si on utilise le secret des affaires pour poursuivre des journalistes, c'est une procédure abusive. Et bien, on verra justement comment ça se déroule dans le concret. Pour finir, dernière question, vous pensez que cette directive a de bonnes chances de passer demain au Parlement ? Il y a eu une coalition quand même d'ONG qui s'est opposée à cette Je sais que il y a énormément d'opposition, énormément d'émotions et de mobilisation, et c'est normal parce qu'aujourd'hui on a des scandales qui questionnent justement l'information du public, mais ces préoccupations on les partage. Simplement, ce serait beaucoup plus simple pour moi de vous expliquer qu'on va voter contre cette directive et que comme ça on va défendre le droit à l'information, mais moi je suis persuadée qu'avec ce texte justement nous sanctuarisons la liberté d'information et la liberté de la presse, et c'est pour ça que je le défends. Je sais que je suis à contre-courant en vous disant ça, c'est un débat permanent, ça fait des semaines et des semaines que la discussion se poursuit avec les ONG et les journalistes, mais moi je crois aux avancées dans ce texte et c'est pour ça que je le défends. Et c'est bien pour ça que nous vous avons invité sur ce plateau. Merci beaucoup en tout cas Virginie Rosière d'être venue partager votre point de vue sur le plateau d'Europhonica. Donc je le rappelle, la directive pour la protection du secret des affaires est soumise au vote demain au Parlement européen. Nous on va suivre ça de très près. Le monde entier est un cartus, il est impossible de s'asseoir dans la vie.
Europhonica. C'était Les Cactus, le tube de Jacques Dutronc, repris par Dizzy Brains, un groupe de punk malgache. Et oui, on écoute de tout dans Europhonica. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Jérémy. Salut Jérémy. Salut Elsa. Alors, tu as maintenant l'habitude d'aborder chaque mois de grandes questions sur l'avenir des politiques européennes dans cette émission. Et aujourd'hui, c'est le mouvement Nuit debout qui t'a inspiré quelques réflexions sur la démocratie. C'est ça, ouais, il n'a échappé à personne que se tiennent maintenant depuis 2 semaines et dans près de 70 villes de France et de l'UE, des nuits debout permettant aux individus volontaires ou curieux de venir parler ensemble de politique dans l'espace public. Lieu de débat donc, mais aussi mouvement politique aux contours encore vagues, mais visant principalement à penser une démocratie plus proche des citoyens, plus directe ou participative. Et justement, tiens, cette participation ne ressemble-t-elle pas à celle de plus en plus promue par des institutions politiques à toutes les échelles des villes au Parlement ? Bon, faut avouer qu'à l'UE, cette démocratie participative ne s'incarne encore que par les initiatives citoyennes européennes pour permettre aux citoyens de proposer des lois sous de grosses conditions toutefois. Alors on reste donc bien loin d'un idéal de démocratie, comme nous l'explique Alex Merlo, assistant parlementaire du parti espagnol Podemos, créé à la suite des indignés de la Puerta del Sol. Il n'y a pas de démocratie... Il n'y a sûrement pas de démocratie participative à l'échelle de l'Union européenne. Et il n'y a même pas de la démocratie représentative. Je dirais qu'il n'y a même pas de la démocratie. On travaille ici au Parlement européen et on voit jour par jour comment les grandes décisions sont prises en secret. Et sans aucune transparence et sous influence des grands lobbies et des grands pouvoirs et des grandes finances européennes. Même s'il y a des institutions, pour ainsi dire, démocratiques et des parlements élus, et je pense qu'il nous reste beaucoup pour avoir une réelle démocratie en Europe. Je pense que oui, que c'est possible d'avoir une Union européenne démocratique, mais il faudra approcher beaucoup des traités qui fondent l'actuelle Union européenne. L'Union européenne actuellement existante, et il faudra un processus constituant dans les différents pays, ou y compris, qui sait, au niveau de l'Europe dans son ensemble, pour fonder des institutions réellement démocratiques. Et donc c'est une bataille de longue haleine, et ça ne va pas suffire en votant des textes dans ces réunions ici que ça va se faire. Oui, d'où les nuits debout qui se construisent justement en alternative à ces institutions pour amener les citoyens à participer réellement à la politique. Et c'est l'idée effectivement découlant du bon sens. Une affirmation cependant contrastée par Théo Jacob, doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales et justement directeur d'un séminaire sur la question de la participation. Il me paraît évident, en allant dans le sens des gens et des petits représentants, parce que là, il y a quand même des petits mécanismes de représentation qui se créent au sein de ce mouvement. Ce qui me paraît évident, c'est que ce discours-là, qui est un discours bien rodé, qui est un discours huilé, qui est un discours très idéologique, le discours sur la participation citoyenne qui est né vraiment à l'interface, dans la fin du XXe siècle, des gouvernants et des gouvernés, je pense qu'il a un intérêt stratégique. Parce que c'est un discours qui ne fait pas peur et qui permet, dans une certaine mesure, je dirais, de capter des franges de la population qui, spontanément, pourraient être effrayées par ce type de mouvement. Après, ce discours-là, une fois mobilisé, il me semble poser des soucis très importants. Et d'ailleurs, on observe que ces soucis apparaissent déjà, là, le mouvement est tout jeune, et il se retrouve lui-même pris dans des contradictions. Ce discours sur la démocratie citoyenne, sur une citoyenneté proactive, active, qui finalement remplirait le rôle de porter les structures gouvernementales, il repose sur 3 idées qui sont intrinsèquement liées et qu'on entend beaucoup. Celui de l'horizontalité, de l'apolitisme, d'une neutralité idéologique ou axiologique, qui serait profondément revendiquée, et l'idée que tout mouvement social doit être constructif. Ces 3 aspects, donc, me semblent, pour le coup, complètement appartenir à un régime discursif profondément idéologique et qui est pénétré par les enjeux de pouvoir. Alors pour résumer, il s'agirait donc de faire bien attention au travers que pourrait présenter la participation citoyenne, alors même que celle-ci pourrait mener à une confusion politique pour le mouvement. Selon Théo Jacob, toujours, il ne s'agirait donc pas tant de trop s'attacher à l'horizontalité que de continuer à débattre et à s'exprimer avec force et radicalité.
Du côté des anciens indignés espagnols, c'est notamment au parti Podemos que le relais a été passé par les indignés espagnols au prix de quelques concessions organisationnelles, notamment une plus grande verticalité. L'objectif de Podemos n'est pas exactement le même que le mouvement des indignés. C'est un mouvement, une organisation politique qui est né avec l'objectif de se présenter aux élections et d'être capable de mener, pour ainsi dire, la bataille électorale et la bataille politique au niveau des grands médias, etc. Et ceci demande des modes d'organisation différents. Et donc, en même temps, on est né dans le contexte du mouvement des indignés et on a incorporé toutes les pratiques des assemblées, etc. Et en même temps, on a constitué une organisation assez centralisée et avec une certaine autonomie de la direction, ce qui n'est pas toujours facile, et des fois ça provoque des grosses tensions, mais avec un objectif qui était tout autre, que c'était de disputer les élections. Donc oui, il y a plein d'expériences et de pratiques que Podemos a hérité du mouvement des indignés, mais en même temps c'est une évolution naturelle de ce qui était le mouvement au début. Voilà qui laisse finalement songeur, voire rêveur, quant à l'avenir des Nuits debout entre d'éventuelles perspectives électorales, une révolution comme on appelle certains, ou simplement une assimilation de ces critiques par le système politique en place. Mais si la question vous intéresse justement de cet avenir, on vous rappelle l'existence de Radio Debout qui s'est récemment installée sur la place de la République à Paris. Oui, tout à fait, un Radio Debout d'ailleurs auquel beaucoup de gens de Radio Campus participent à écouter sur la plateforme MixLR. Merci beaucoup Jérémy. Je t'en prie, à la prochaine. On change de sujet totalement maintenant puisqu'on va parler sécurité et lutte contre le terrorisme. Personne n'a jamais dit que le PNR aurait évité les attentats. Si nous voulons un PNR national, pour qu'il fonctionne, pour qu'il soit efficace, il doit aller de pair avec un PNR européen. Et nous devons donc nous doter de tous les moyens dans cet équilibre qu'il faut toujours articuler entre sécurité et liberté fondamentale. Le PNR, le Passenger Name Record, n'aurait pas pu éviter les attentats. C'est ce qu'a dit Manuel Valls hier lors de sa visite au Parlement européen à Strasbourg. Et pourtant, ce dispositif sera soumis au vote demain au Parlement pour être étendu dans toute l'Union européenne. Alors le PNR, qu'est-ce que c'est ? C'est une gigantesque base de données en fait, qui compilerait toutes les informations des voyages en avion depuis ou à destination de l'Europe. Pour en parler avec nous, j'ai à mes côtés Gilles Pargnot. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes eurodéputé PS, membre de la commission Sécurité et Défense. Oui. Et également Mégane du réseau Ferrarock qui m'a rejoint. Salut Mégane. Bonjour Elsa, bonjour Monsieur Pargnot. Bonjour à vous. Donc le PNR, c'est une des mesures phares de l'Europe pour la lutte contre le terrorisme et pourtant elle est très controversée, c'est ça ? Tout à fait. En fait, cette directive pose une question ténue du juste équilibre à trouver entre sécurité d'une part et liberté des citoyens d'autre part. Et justement, la question peut-être qu'on peut tout de suite aborder, c'est de quoi on parle quand on parle de ce grand recueil de données ? Quelles informations vont être communiquées par les compagnies aériennes ? Oui, donc il s'agit effectivement des informations collectées par les compagnies aériennes lors de la réservation d'un trajet, la date de voyage, l'itinéraire, des coordonnées, les habitudes alimentaires. Et donc, en ce qui nous concerne, nous, le Parlement européen, dès le 10 décembre, nous avions voté en commission Liberté publique pour ce PNR. Ce Passenger Name Record. Et en même temps, nous avions indiqué dès le 10 décembre aux États membres, à la Commission et au Conseil européen, il nous faut avoir, avec le passage de ce PNR, le paquet protection des données. Car on voit bien qu'il y a la nécessité de trouver ce point d'équilibre entre la lutte contre le terrorisme et d'avoir ces informations liées au voyage aérien et la protection des citoyennes et des citoyens que nous sommes. Or, le Conseil a tardé énormément parce que c'est seulement la semaine dernière qu'on a reçu ce paquet de protection des données. On a permis ainsi, dès ce 11 avril, la réunion exceptionnelle de la commission Libé et nous passerons donc ce paquet demain en vote. Et justement, donc, quand vous dites on, nous, oui. c'est le Parlement. Le Parlement, dans sa globalité. Oui.
Pardon, concrètement, ces données, du coup, quelles sont ces données et comment elles circulent, où est-ce qu'elles vont? Donc effectivement, à quoi elles servent? Donc c'est de permettre effectivement aux différentes polices de renseignement d'avoir un certain nombre de données pour pouvoir avoir ces informations, mais nous souhaitions effectivement qu'il y ait des garde-fous pour éviter tout dérapage et que tout citoyen et citoyens qui voyagent mais qui en même temps donc ne sont pas des potentiels terroristes, eh bien puissent être protégés tout de même. Nous sommes dans des états de droit, donc il était nécessaire qu'il y ait ce point d'équilibre et nous l'avons trouvé d'ailleurs. Il y a l'efficacité avec ce PNR. Et en même temps, donc, c'est important de le dire, on n'a pas, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ce PNR. Nous avons la nécessité de faire en sorte que la circulation de l'information puisse exister entre les différents membres. Je prends un exemple concret. Avant les attentats de Bruxelles, la Suède aurait refusé de partager des informations sur l'Algérien Mohamed Belkaïd, un des logisticiens des attentats de Bruxelles, quelques jours donc avant les attentats. Donc il y a la nécessité, maintenant qu'on va adopter ce PNR, de faire en sorte que les services de renseignement européens avec les États membres puissent permettre de faire circuler l'information. On dit aussi par ailleurs... C'est ce que vous... Oui. On va écouter, je pense, un extrait. C'est ce que M. Juncker souligne. Mais justement, ça amène un certain questionnement parce que est-ce que c'est si révolutionnaire que ça, le PNR? Je vous laisserai répondre dans un instant. Je propose qu'on écoute d'abord M. Juncker. Il faut savoir en effet qu'il existe d'ores et déjà un certain nombre de systèmes d'information à l'échelle de l'Union européenne qui fournissent aux gardes-frontières et aux policiers des informations pertinentes sur les mouvements de personnes. Mais, comme trop souvent, lorsqu'il s'agit des questions de sécurité, le problème n'est pas tant le manque d'outils, mais le défaut d'utilisation des outils existants et surtout le manque de coopération. Les informations pertinentes existent, mais elles se perdent trop souvent et trop souvent elles arrivent trop tard. Il nous faut donc aller vers plus d'interconnexion et d'interopérabilité. La vérité est que, quelle que soit la qualité des propositions législatives de la Commission, quel que soit le soutien de ce Parlement ou bien encore la sophistication des systèmes utilisés, la lutte antiterroriste en Europe ne sera pas pleinement efficace tant que les États membres ne seront pas prêts à coopérer davantage entre eux et aussi avec les agences européennes, dont Europol. Et donc justement, le président de la Commission européenne déplace un petit peu le débat, puisqu'il souligne qu'en Europe, ce ne sont pas finalement les outils qui manquent, le PNR étant potentiellement un nouvel outil, mais dans une batterie qui existerait déjà, mais la coopération qui ferait défaut. Et donc si les États n'échangent pas d'informations, est-ce que le PNR ne risque pas d'être une coquille vide? Bien évidemment, donc c'est comme l'ensemble des PNR qui existent déjà au sein des États membres. À partir du moment où vous n'avez pas cette circulation de l'information, et je dirais même, non pas seulement infra-européen, mais au-delà de l'Europe. Je prends un exemple. Avec les États-Unis, par exemple. Il est très important que nous puissions avoir une circulation d'informations avec les États-Unis, avec le Canada, avec le Maroc, avec l'Algérie, avec Israël, et non pas seulement à l'intérieur même de l'Union européenne. Ensuite, il faut que Europol puisse avoir des outils supplémentaires pour pouvoir mieux fonctionner. Mais justement, là, la question de la protection des données se pose si on partage ce genre d'informations avec les États-Unis qui ne posent pas les mêmes questions. Aux États-Unis, on peut savoir de quelle ethnie, on peut savoir la couleur de la peau, on peut savoir la religion, ce qu'on ne demande pas ici en France. Oui. C'est pour ça qu'on peut très bien faire en sorte, et c'est aussi pour ça que le PNR n'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre le terrorisme, car on peut échanger un certain nombre d'informations qui ne soient pas celles que vous indiquiez à l'instant, compte tenu qu'effectivement aux États-Unis il n'y a pas la possibilité d'avoir autant d'informations qu'à l'intérieur du PNR tel que nous allons le voter demain, mais il y a tout de même la possibilité d'avoir une traçabilité d'un certain nombre de suspects qui effectivement ont peut-être parcouru le monde. Je prends un exemple, tous ceux qui sont les promoteurs de cette cellule terroriste qui s'est constituée dès 2014, qui a
Pour une partie d'entre elles, cette cellule avait été arrêtée ou détruite le 15 janvier 2015 à Verviers, dans le sud de la Belgique. Eh bien, tous ces auteurs, préparant ainsi cette cellule d'une trentaine de terroristes qui a frappé malheureusement à Paris puis à Bruxelles, eh bien, ont parcouru l'Europe puis la Turquie pour se rendre en Syrie en voiture tout au long de ces années 2013 et 2014. Ils ont fait un certain nombre d'allers-retours. Donc on voit bien que au-delà du PNR en tant que tel, c'est la circulation de l'information et une meilleure efficacité de nos services de renseignement. Et justement, c'est une directive. Donc si elle est votée, et il est vraisemblable qu'elle le soit, quels seront les moyens de l'Union européenne ou quels moyens l'Union européenne va-t-elle se donner pour contrôler que les États jouent le jeu du partage de l'information? Alors, donc, comme vous l'avez vu, il s'agit d'une mise en œuvre de cette directive qui est prévue pour 2018. Donc là, chaque État membre, les 28, vont transposer la directive d'ici au début de l'année 2018. Donc il s'agira d'avoir le contrôle habituel de la part du Parlement européen ou de la Commission européenne pour faire en sorte qu'effectivement cette directive soit bien transposée. C'est la loi européenne qui l'indique. Quand vous avez une transposition d'une directive, vous ne pouvez pas aller en deçà de la directive. Vous pouvez l'améliorer, aller au-delà. Je prends un exemple. La France transpose la directive tabac en allant plus loin, en permettant le paquet neutre. Alors que la directive de 2014 de l'Union européenne dit des avertissements sanitaires sur les 2/3 des paquets de cigarettes. Donc là, il est possible d'aller plus loin. Voilà. Est-ce qu'on peut envisager du coup que les 28 États membres, parce qu'en fait il y aura 28 PNR par État, que les 28 États membres donc ne partageront pas forcément la même quantité d'informations avec l'ensemble de leurs voisins? L'Europol, l'institution européenne, doit avoir un rôle plus important permettant de coordonner cette circulation de l'information. D'accord. Et donc, on a aussi vu que le gouvernement français a joué un rôle important en plaidant beaucoup en faveur du PNR, notamment... Oui, mais alors, là aussi, moi j'étais pas d'accord avec Manuel Valls quand il a montré du doigt les parlementaires socialistes et écologistes à l'Assemblée nationale, car ce sont les États membres eux-mêmes, et la France doit balayer devant sa porte. Le gouvernement français doit balayer devant sa porte. On nous dit que la France n'est pas très allante pour échanger ces informations vis-à-vis d'un certain nombre de pays européens. La Bulgarie, par exemple. Donc c'est anormal. Donc je trouvais ça un petit peu fort de café que le Premier ministre français nous montre du doigt alors que nous n'y sommes pour rien. Comme je vous l'ai dit au début de mon propos, nous avons voté ce PNR en commission Liberté publique dès le 10 décembre. Ce sont les États membres, avec la commission, qui n'ont pas transmis suffisamment vite le paquet protection des données. Mais justement, ça peut poser quand même question, cette façon de militer du Premier ministre et même d'ailleurs du ministre de l'Intérieur. Et si l'on en croit le chercheur Pierre Berthelet, d'ailleurs, qui est spécialisé dans les questions de sécurité intérieure, les motivations ne seraient pas uniquement sécuritaires. On va écouter ce qu'il nous dit sur ce sujet. Derrière tout ça, on a un marché, et un marché qui est très juteux. Derrière ces technologies, il y a des entreprises qui mettent en place des solutions, notamment des entreprises de big data, et pour elles, c'est une excellente opportunité. Et d'ailleurs, là-dedans, il faut bien voir, c'est que la France se positionne très très bien sur ce marché électronique. C'est d'ailleurs, à mon sens, la raison pour laquelle Manuel Valls se fait le chantre de PNR. Je pense que si Manuel Valls se fait le chantre de PNR, c'est moins pour des questions de lutte contre le terrorisme, puisqu'en fait, par exemple, les attentats de Bruxelles, le PNR n'aura servi à rien. C'est simplement parce que derrière ça, il y a des intérêts économiques, et notamment des intérêts économiques français bien compris, et on voit en ce moment le patriotisme économique à la cote en France. Et donc la question qu'on peut se poser justement suite à cet extrait de Pierre Berthelet, c'est est-ce qu'on ne s'apprête pas à donner des sommes astronomiques d'argent public à quelque chose qui peut-être pourrait être une coquille vide et dont beaucoup d'observateurs pointent l'inefficacité. Et par ailleurs, Mediapart a souligné que le groupe Safran, qui a déjà été sélectionné par la France et l'Estonie pour mettre en place le PNR, est basé à Évry.
ville dans laquelle Manuel Valls a occupé des fonctions de maire et de député pendant 10 ans. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une intention du Premier ministre, d'une part, de servir des intérêts économiques français et en même temps des intérêts électoraux ? Et du coup, derrière ce côté très militant de la France, oui. Alors, moi, je ne peux pas faire de procès d'intention à l'encontre de Manuel Valls. Déjà qu'on me reproche, avec Martine Aubry, avec laquelle je suis très proche, d'être toujours contre Manuel Valls. Alors, j'ai effectivement un certain nombre de récriminations politiques contre lui. Je trouve qu'il devrait laisser sa place à quelqu'un d'autre comme Premier ministre. Bon, bref, je ferme cette parenthèse. Donc, pas de procès d'intention. Vous pensez à qui ? Bernard Cazeneuve, par exemple, pourrait très bien faire un bon Premier ministre, ou Martine Aubry, pour réorienter la politique économique, notamment lutter contre le chômage, ça doit rester notre priorité. Et puis je trouve que M. Valls a un certain nombre de discours sur l'islam, par exemple, ou concernant le Front National ou l'extrême droite, il nous fait peur, quoi. Donc il devrait faire en sorte de nous faire moins peur et de trouver un certain nombre de solutions. Là, pas de procès d'intention. Pour revenir au PNR, il s'agira de contrôler. Et nous tous, on contrôlera. Nous, les citoyennes et les citoyens français, la presse française. Est-ce qu'il y a des motivations économiques aussi au PNR ? Alors, qu'il y ait de la part du Premier ministre, qu'il y ait de la part du Premier ministre une volonté de faire en sorte que l'industrie française soit partie prenante du développement d'une technologie comme celle-là, c'est de bonne aloi. Je pense qu'il a raison. Le patriotisme économique n'est pas non plus quelque chose qui doit être... pour quelque chose qui ne sert pas. En revanche, il faut être transparent. Il faut faire attention, il faut être transparent, et puis effectivement, il ne faut pas que ce soit une coquille vide. Moi, je le dis depuis le début, c'est un des outils de lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga en matière de lutte contre le terrorisme, c'est évident. Et donc, qu'est-ce que vous... Dans quoi il s'inscrit alors le PNR d'autres ? Elle s'inscrit... Il ouvre sur quoi, d'un point de vue sécuritaire ? Le PNR, c'est un des éléments qui permettent d'avoir des renseignements supplémentaires sur ces personnes qui préparent en relation avec Daesh, c'est le cas aujourd'hui, ou peut-être d'autres groupes terroristes, hier Al-Qaïda par exemple, des actes de terrorisme. Donc il est normal que l'on ait une organisation, nous les démocraties telles que nous sommes organisées, que nous ayons une organisation policière de renseignement pour faire en sorte que nous puissions, en amont, éviter les attentats de terrorisme que nous avons connus malheureusement à Bruxelles récemment ou à Paris au novembre. Je voulais revenir pour conclure sur la protection des données quand même, parce que ça a été beaucoup avancé par beaucoup de contradicteurs. Tout à l'heure, vous parliez de garde-fous. Vous disiez, maintenant, on a trouvé des garde-fous, donc il n'y a plus de soucis. De quoi vous parlez? Les garde-fous, c'est le paquet des protections des données. Donc il y a effectivement un certain nombre de mesures qui permettent de dire, attention, on ne peut pas donner tous les renseignements par rapport à la vie privée des citoyennes et citoyens, par exemple. Non, on ne peut pas dire que, effectivement, dans ces données, que vous êtes de telle ou telle religion, que vous avez voté pour tel ou tel candidat à la dernière élection présidentielle. Ça, c'est pas dedans. Et puis ensuite, donc, il y a aussi la protection des données, des garde-fous judiciaires. C'est-à-dire que si, effectivement, c'est la police ou les renseignements allaient trop loin, il y a la nécessité, la possibilité pour qu'il y ait des décisions de justice, de protection des citoyens. Donc voilà les garde-fous que l'on peut mettre en avant, sachant qu'effectivement ce paquet permet effectivement de trouver ce point d'équilibre. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que quand je dis que ce n'est pas l'alpha et l'oméga, il y a d'autres actions que nous devons toujours avoir en tête. C'est par exemple assécher les finances de Daesh, dont les ressources de pétrole, les impôts et la vente d'œuvres d'art rapportent 3 milliards de dollars par an. Soutenir ceux qui promeuvent un islam réformateur, du juste milieu. Je pense notamment au roi du Maroc qui, avec ses alliés, le Koweït, les Émirats arabes unis, effectivement souhaite permettre de mettre en avant cet islam réformateur par rapport à ce que l'on peut connaître, notamment dans certaines mosquées en Europe, avec le wahhabisme ou les salafistes. Vous voyez un petit peu, c'est pour ça que je réprouve, et je suis en désaccord avec l'interview d'aujourd'hui du Premier ministre dans Libération, qui finalement fait un amalgame. Non, l'islam, cette religion qui est la deuxième religion en France, doit permettre d'être protégé et les musulmans, citoyens français, doivent aussi être protégés. Vous savez, ce sont les premiers à avoir peur
Tout à des terroristes. Et juste pour conclure sur toujours les données, j'ai deux aspects quand même que je souhaiterais aborder. Le premier, c'est ces données, y aura-t-il une rétroaction? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on traduit concrètement dans les pays cette directive, à partir de quand on recueille des informations? Est-ce qu'on recueille des informations à l'instant T? Est-ce qu'on remonte à 2, 3, 5 ans d'historique pour avoir une visibilité sur ce qui s'est passé dans les années qui se sont écoulées? Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il est envisageable, puisque ça va être quand même des entreprises privées qui vont vraisemblablement remporter les appels d'offres, est-ce qu'on a la possibilité de monétiser ces données pour des données, les vendre en tant que données statistiques, des choses comme ça. Ça fait partie de la protection des données. Donc les informations qui vont être comprises dans ce PNR, ce ne sont pas des marchandises. Donc ils ne pourront pas être vendus ou rétrocédés par une entreprise privée. Vous savez, ces entreprises qui vont mettre en œuvre ce PNR vont le faire par délégation de service public. Donc il va y avoir là encore des garde-fous pour protéger ces données et éviter que ça puisse devenir une marchandise. Je voudrais dire aussi un dernier mot, car dans notre lutte contre le terrorisme, c'est un fait important, politique. Il faut qu'on règle le conflit israélo-palestinien, qui est aussi un des éléments de développement du terrorisme dans le monde. Et je reviens à la rétroaction du coup. Oui. Est-ce qu'il y aura... C'est application à partir du moment où vous appliquez 2018, donc c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à avoir un certain nombre d'informations qui dateront du moment T, ou qui peuvent remonter dans le passé, qui peuvent être plus anciennes. Jusqu'à quand? Jusqu'à il y a combien de temps? Vous savez pas encore? C'est pas établi? D'accord. Ce sera voté demain, le PNR, pas trop surprise. Oui, il y a une majorité maintenant. Oui, il y a un consensus. Merci beaucoup en tout cas, Gilles Pargnot. Je rappelle que vous êtes eurodéputé PS et membre de la commission Défense et Sécurité au Parlement européen. Merci à vous et à votre disposition. Tout de suite, on écoute Sphinx, le nouveau titre du groupe La Femme dans Europhonica.
Europhonica. Le constructeur automobile Volkswagen trafiquait les tests faits sur les voitures pour connaître les doses de polluants qu'elles rejettent. Vous vous en souvenez, c'était le scandale de l'automne dernier. Une révélation en appelant une autre. On sait maintenant que d'autres constructeurs trichaient également et surtout que la Commission européenne était au courant et ne faisait rien. Alors, dans l'urgence de la situation, la Commission a proposé de changer complètement la législation sur les tests d'émissions en lien direct avec les États membres. Et tout le monde n'est pas d'accord avec ça, n'est-ce pas Fabrice ? Oui, et la première des mécontents, c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui s'insurge contre ces nouveaux tests, comme elle l'a dit au micro de France Inter le 1er avril dernier. Vous voulez quoi? Mobiliser les citoyens contre cette décision de l'Union européenne d'autoriser les constructeurs automobiles à ce que leurs véhicules puissent émettre davantage de polluants? 110% de polluants de plus, c'est-à-dire en gros l'Union européenne est en train de donner un permis de polluer, c'est-à-dire de revenir sur les normes, tout ça partant du scandale sur les tests faits sur les voitures diesel qui n'étaient pas faites dans des conditions normales d'utilisation de ces véhicules mais en laboratoire. Et donc maintenant, avec une procédure qui est d'ailleurs assez étrange, qui est une procédure qui passe par un comité d'experts sur lequel le Parlement européen, d'une courte majorité, a voté. Maintenant, la décision est entre les mains de la Commission européenne. Si la Commission européenne prend la décision de donner ce permis de polluer aux constructeurs qui fabriquent les voitures diesel, eh bien effectivement, à partir de la pétition qui est aujourd'hui signée par plus de 107 000 personnes, 20 maires, 19 maires avec moi, nous avons porté cette pétition sur les réseaux sociaux. Nous saisirons les instances et notamment la Cour de justice européenne. Anne Hidalgo parle donc d'une procédure extraordinaire pour ce texte et elle a raison. Anne, en temps ordinaire, la Commission propose un texte qui est amendé ou pas, puis adopté ou rejeté par le Parlement et la Commission a le dernier mot. C'est la procédure de codécision. Dans notre cas, ça ne s'est pas passé comme ça. La Commission a écrit le texte avec les États membres et un comité d'experts en octobre et le Parlement a tenté de faire barrage début 2016. Une résolution pour faire annuler le texte a été proposée dans l'hémicycle européen. Une résolution rejeté par une courte majorité de députés. Seulement 8 votes auraient pu faire la différence. Est-ce que c'est parce que la Commission a promis d'y ajouter une clause de révision ou faut-il voir dans ce vote la main des lobbies de l'automobile? On n'a pas la réponse à cette question pour l'instant. Et durant le scandale Volkswagen, on a pu apprendre quand même que la Commission européenne était au courant de la tricherie depuis 10 ans. Le Parlement s'est fâché. Et il s'est même fâché tout rouge, enfin surtout la gauche. Et par conséquent, il a constitué, après moult rebondissements, une commission d'enquête parlementaire pour en savoir plus sur le rôle de Bruxelles dans ce scandale. Cette commission d'enquête est toute jeune. Ses travaux ont commencé ces derniers jours, mais il livre déjà ses petites surprises. On écoute Karima Delli, eurodéputée française écologiste et vice-présidente de cette commission d'enquête parlementaire. La semaine dernière, nous avons eu une audition de la Commission européenne, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la Direction générale GROW, donc la croissance, la Direction générale de l'environnement, la Direction générale du climat. Et on s'est rendu compte de deux choses. Tout d'abord, tous reconnaissent qu'ils étaient au courant des écarts entre les tests en laboratoire et les tests en conduite réelle, et ils n'ont rien fait, ce qui est un premier scandale. Et pourquoi ils n'ont rien fait? Ils n'ont rien fait parce que ils disent la responsabilité de la Commission européenne, ce n'est pas le contrôle. Donc, ils rejettent la responsabilité et la faute aux États membres qui, eux, sont chargés du contrôle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, j'ai posé une question au DG GROW, donc croissance, pour lui dire, attendez, on a en France une révélation qui dit que des membres de votre commission, même le dimanche, rencontrent justement des conseillers des lobbies des constructeurs automobiles. Il n'a pas nié. Je leur ai dit que c'était quand même scandaleux que juste en 2015, il y a eu 13 rendez-vous. Et donc tout ça devait être transparent parce que tout ça est dans une opacité incroyable. Et donc j'ai réclamé les 13 comptes rendus parce qu'il y a eu 13 rendez-vous. Il m'a confirmé, donc la commission joue le jeu, c'est-à-dire elle s'est engagée à me donner ses comptes rendus. Donc on verra ce que disent ces comptes rendus. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui a été très révélatrice, c'est le lien avec notamment l'émission nationale en disant « allez voir ce qui se passe au niveau des États ». Donc notre but aussi, c'est de titiller ce qui se passe dans les États membres.
Donc beaucoup de travail attend encore la commission d'enquête. Il est prévu d'interroger les constructeurs automobiles, les lobbies et même d'aller aux États-Unis, là d'où le scandale Volkswagen est parti. Merci beaucoup Fabrice. Vous pouvez retrouver l'interview de Karima Deli en intégralité ou presque sur le site d'europhonica.eu, un site avec beaucoup de contenu augmenté sur cette émission. Francis de Radio Campus Amiens vient de me rejoindre. Salut Francis. Tu as une minute pour dire à nos auditeurs ce qu'ils peuvent trouver sur le site. Eh bien, à suivre sur le site europhonica.eu, vous retrouverez en intégralité l'interview d'Ernest Maragall, député européen, rapporteur pour la commission culture et éducation. Nous l'avons interrogé à la suite du vote favorable du Parlement de promouvoir le programme Erasmus+ aux apprentis européens, c'est-à-dire les étudiants issus de formations professionnelles autres que les formations universitaires. Et puis bien sûr sur le site retrouvez toutes les interviews en intégralité. Europhonica, c'est aussi sur Facebook et Twitter. Super, merci Francis. C'est la fin d'Europhonica. On va libérer la Voxbox du Parlement européen. On revient le mois prochain, le 11 mai précisément. Bonne fin de journée à tous sur Radio Campus.